Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes député LFI de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Depuis mardi, la France connaît un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. Il succède à François Bayrou avec pour projet, on l'a entendu, moderne, de rupture avec son prédécesseur, avec déjà cette annonce, pas question de supprimer les 2 jours fériés. Manuel Bompard attend la session parlementaire pour censurer, même en l'absence de vote de confiance. Marine Le Pen attend la rupture, sinon ce sera la censure, dit-elle. Le point commun des deux extrêmes étant que tous deux souhaitaient le départ du président de la République ou une dissolution. En attendant, vous appelez à manifester une nouvelle fois jeudi prochain, après cette journée du 10 septembre qui s'est déroulée par un échec sur le blocage, des violences contre les forces de l'ordre, mais aussi des manifestants portant des drapeaux français. Qu'attendez-vous du Premier ministre ? Qu'attendez-vous de la France ? Quelle France souhaitez-vous alors qu'elle est dans une impasse politique, économique, sociale, civilisationnelle ? Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Un policier a été passé à tabac ce jeudi, Éric Coquerel, à Tourcoing, fonctionnaire de la BAC, la brigade anticriminalité. Il était en planque après un vol de trottinette. Le fonctionnaire agressé souffre d'une fracture du nez. Il va devoir se faire opérer, plusieurs dents cassées. Que dites-vous à ce policier ce matin, Éric Coquerel, et à sa famille ? Tout mon soutien et toute ma solidarité. Voilà. Comment voulez-vous qu'on accepte qu'un policier, dans ses fonctions, par rapport à un vol manifestement, puisse se faire tabasser comme ça ? C'est pas admissible. Votre collègue de Seine-Saint-Denis, Ali Duard, dit que la police tue en France. Est-ce que vous soutenez ces propos ? Mais c'est une autre question. C'est-à-dire que là, vous me posez la question par rapport à ce policier. Je vous réponds par rapport à ce policier. Il fait son travail. Voilà. Après, on a aussi... mais ce n'est pas en lien avec cette affaire, je vois le disjoindre. On a aussi ça reste un policier, Éric Coquerel, oui, donc on ça a reste aussi en lien avec certains cette policiers qui, j'allais dire, font preuve de violence policière absolument pas légitime. Là, vous savez très bien qu'il y a eu, dans ma circonscription, il n'y a pas longtemps, un cas d'un policier qui a giflé un jeune, puis lui a craché dessus, ce que je ne crois pas être du ressort d'une police républicaine. Ce policier, d'ailleurs, parce qu'on a ce problème à la plaine Saint-Denis depuis un certain temps, et en s'étant déjà illustré, on a les vidéos et tout ça, dans des pratiques qui sont anormales. Donc, je vous le dis, il y a de la part de certains policiers, et ça peut aller jusqu'à le fait de tuer. On se rappelle de divers événements où, manifestement, les armes ont été sorties trop tôt et ont malheureusement tué des gens. Je ne vais pas vous rappeler Naël, etc., où, du coup, la police tue, et la police tue. Que la police tue, ça, j'allais dire, c'est à certains moments, c'est une possibilité, puisqu'ils ont le monopole de la violence légitime. Voilà. Mais à partir du moment où ce monopole est utilisé de manière illégitime, bah oui, le moins qu'on peut dire, c'est qu'on peut le remarquer. Et il se trouve que depuis la loi de 2017 de M. Cazeneuve, notamment, par exemple, sur les contrôles, le fait que quelqu'un n'accepte pas de s'arrêter quand la police lui ordonne, etc. Les refus d'obtempérer. Les armes, il se trouve qu'il y a eu une explosion, malheureusement, de morts dans ce pays qu'on peut regretter. Beaucoup plus, par exemple, que les Allemands qui n'ont pas, à mon sens, plus de problèmes d'insécurité que nous. C'est même l'inverse. Non, mais il y a en France, et donc, il y a un problème qui est posé. Il y a un refus. Vous parliez du refus d'obtempérer, il y a un refus de l'autorité. Il y a un refus aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y ait spécialement... On n'a plus la peur de l'uniforme. Oui, regardez, c'est un gamin de 15 ans. L'autorité se mérite. L'autorité se mérite. Qu'est-ce que vous dites à ce gamin de 15 ans qui a tabassé ce policier ? Je viens de le dire, c'est inadmissible. Non mais non mais attendez. Est-ce que vous avez envie que je vous dise ? Non, alors je vous le dis. Est-ce que vous voudriez vous adresser Est-ce que vous voudriez vous adresser à ses parents ce matin en disant qu'est-ce que vous faites ? À ses parents, à lui. D'abord, on ne tabasse pas des gens en général. D'accord, premièrement. C'est pas seulement les policiers, c'est qu'on tabasse pas des gens en général et on tabasse pas un policier. Et on s'en moque sur Internet, ensuite on met des emojis. On tabasse pas un particulier. Mais je vous répète, puisque vous me posez 2 questions sur la question des rapports entre la police et les quartiers, eh bien, je vous le dis, je l'assume de ne pas être d'accord. Est-ce qu'on peut faire confiance ? Moi, j'en suis témoin, il y a à certains moments, peut-être parce que les policiers aussi ont depuis quelques années, notamment sous le poids de syndicats plus ou moins d'extrême droite, l'idée que finalement, quoi qu'ils fassent, le ministre de l'Intérieur est d'accord avec eux, etc. C'est très différent. Par exemple, vous savez, je regardais le préfet Giraud en 68, d'accord ? Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que les policiers en 68, parce que j'ai vu que le préfet Nunez, par rapport au cas
du policier qui a giflé et craché sur le visage d'un jeune qui n'avait rien fait, entre parenthèses, je vous le dis, qui n'avait pas de casier judiciaire, qui n'avait pas de rapport avec la police, il lui a fait ça. Il n'a pas giflé gratuitement, Éric Coquerel. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Cette personne n'avait rien fait, il est reparti tranquillement après, le jeune dont je parle, d'accord ? Donc, qu'est-ce que disait Giraud en 68 ? Il disait qu'un policier qui tapait à terre un manifestant se tapait lui-même. Une phrase un peu comme ça. On avait, dans le temps, je me rappelle d'un grand syndicaliste de police de Leplace qui disait « Les policiers qui commettent des fautes de ce type n'ont pas leur place dans la police. » Aujourd'hui, on considère presque que c'est normal. Je dis c'est pas normal. Est-ce qu'on peut faire confiance à la police aujourd'hui ? Vous écoutez, on vous insinue. Mais pas à toute la police. Je vais vous le dire. Moi, j'ai des gens dans ma circonscription, des mamans, etc. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été voir même le commissaire de Saint-Denis sur ces questions. Pour lui dire. Qui ont peur pour leurs enfants parce qu'il y a certains policiers qui ne se comportent pas bien. Je lui ai dit qu'on a un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, je peux vous dire, qu'on va porter une plainte collective avec les parents dans quelques temps sur certains policiers, particulièrement, parce que je ne globalise pas sur la police. Oui, à la plaine, par rapport notamment à ce qui s'est passé. Donc, je vous le dis, on a dit, il y a un problème. Nous, on est pour que, un, il y ait une police républicaine, deux, il y ait des bons rapports entre la police et la population. Et ce n'est pas ce qui se passe depuis longtemps. Mais vous notez, Michel, vous-même une nuance. C'est-à-dire, la phrase citée par Pierre, c'est de la police tue. Vous répondez, certains policiers tuent. De toute façon, la police, par essence, la police tue, mais quand... Ce que j'entends, c'est que c'est la question de la violence systémique. Mais vous ne pouvez pas dire par essence la police tue, la police protège, la police est là. D'accord, mais la police peut... Alors, je vais vous le dire autrement. La police peut tuer. Elle peut être amenée à tuer parce qu'elle a des armes. Je le disais tout à l'heure, elle a c'est elle qui a le monopole de la violence légitime pour maintenir l'ordre. Donc la police peut tuer. La question aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup trop de cas depuis quelques années où la police tue, j'allais dire, de manière totalement illégitime. Ça interroge. Nous, ça interroge dans les quartiers. Alors heureusement, ça ne se termine pas toujours comme Naël, ou ça ne se termine pas toujours comme cette jeune femme qui a été tuée alors qu'elle était passagère. Elle était passagère dans le 18e. Mais Naël, il n'y a pas un renversement des valeurs. Que fait d'abord, avant même qu'il y ait... C'est pas ce que dit la justice. D'accord ? Mais donc il n'y a pas de renversement des valeurs. Que fait cet enfant au vendeur d'une voiture ? Il n'a pas le droit de conduire, il n'a pas le droit de... Du coup, il doit faire de la vie. Je n'ai pas dit ça. Alors, je vous rappelle que la peine de mort, et surtout la peine de mort exécutive immédiatement... Mais c'est pas une peine de mort. Pour des faits totalement disproportionnés. C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire qu'à un moment donné, un policier peut sortir son arme et tuer quelqu'un dont il suppose peut-être que cette personne ne devrait pas conduire. Je suis sûr que les téléspectateurs et auditeurs ne comprennent pas ce que vous dites, Éric. Il y a plein de gens qui comprennent que vous ne pouvez pas parler de peine de mort à propos de ce policier qui... Non, vous me dites... on ne va pas refaire l'affaire Naël, la voiture redémarre, Naël est mort. le coup part. Naël est mort. Vous me dites, il n'avait pas à conduire le véhicule. Donc je suppose que vous vous dites, s'il n'avait pas à conduire ce véhicule et qu'il y a inversion des valeurs, c'est que quelque part, il risquait ça. Non, normalement, il n'a pas à risquer le fait de se retrouver avec une balle et une Il risque d'être arrêté par la police, vous êtes d'accord avec moi ? C'est autre chose. Oui, mais arrêté par la police ne doit pas signifier le fait soit de risquer des violences disproportionnées, soit d'être tué. Excusez-moi, c'est quelque chose que chacun comprendra. Et je vais revenir là-dessus parce que je pense que ça dépasse les hommes. Il y a un problème de formation qui, à mon avis, est posé dans la police. La formation s'est sans arrêt réduite. Mais il y a surtout un autre problème. C'est que en 2005, Nicolas Sarkozy arrive à Toulouse, un jour, ou un commissariat à Toulouse, et il y a des policiers qui font la police de proximité, qui était à l'époque le cadre de la police par rapport notamment au quartier. Il leur dit, vous n'êtes pas là pour jouer aux assistantes sociales et jouer au ballon, donc on va arrêter tout ça. Donc il a arrêté tout ça. Plus de police de proximité. Nous souhaitons le retour à une police de proximité. Nous pensons que les policiers, c'est-à-dire beaucoup plus d'îlotiers, des commissariats décentralisés, qui connaissent la population, qui sont connus de la population, qui sont connus y compris quand un gamin, par exemple, commence justement à dériver, qui peuvent aller voir ses parents sans qu'il y ait tout de suite quelque chose qui soit de l'idée de la confrontation. Mais nous souhaitons ça. Et là, ce que je vais vous dire, ça tombe bien parce que même les syndicats policiers l'auraient appris. C'est pas contradictoire. C'est qu'aujourd'hui, on a un rapport en disant, de toute façon, c'est la police qui provoque la confrontation. Parfois, ce sont les jeunes et parfois, ce sont les parents de ces jeunes. Est-ce que vous m'avez entendu vous dire, de manière générale, d'ailleurs, j'ai commencé par ce policier tourcoing, de manière générale, c'est la police qui cherche. Est-ce que vous m'avez entendu dire ça ? Vous dites maintenant, la police tue d'une manière structurellement, vous on a un dit problème. Par essence, est-ce que par exemple, vous pensez qu'il est normal que dans les contrôles d'identité, selon que vous soyez noir ou arabe, vous avez 20 fois plus de risques d'être contrôlé pour des contrôles qui, dans 96% des cas, se terminent sans rien derrière parce qu'il n'y avait aucune raison du contrôle. Donc, on a bien une problématique qui est posée et qui, structurellement, c'est-à-dire, j'allais dire, c'est les consignes, c'est la façon de faire
fait en sorte que les rapports entre la police et la population n'est plus supportable. Éric Coquerel, et moi je le regrette. Est-ce que je peux vous suggérer peut-être un autre angle à travers cela? Est-ce que vous parliez vous-même des refus d'obtempérer? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui dans une partie de la jeunesse, le refus d'obtempérer est devenu une forme de rituel initiatique pour défier l'autorité? Non, je crois pas. Donc quand les policiers vous disent vous arrêtez et qu'on ne s'arrête pas, non, mais je crois pas. Il y a quand même un problème de base là. J'entends ce que vous dites. Mais je suis persuadé que si la police vous arrête, vous acceptez. Je ne crois pas. Mais la police m'arrête beaucoup moins souvent que certaines autres personnes. Je ne dis pas le contraire, j'ai que le principe du refus d'obtempérer, c'est étrange. Notamment du fait de ma couleur de peau, si vous voulez. Donc déjà, je vous le dis, je vous l'affirme. C'est la réalité. Regardez dans les métros. Vous dites la police tue par essence et vous dites maintenant la police est raciste. Ah. Je ne dis pas que les policiers sont forcément tous racistes, je dis que dans l'approche policière est raciste. Il y a quelque chose qui structurellement pose un problème de racisme. Voilà, je l'affirme, je vous le dis, parce que sinon, vous n'auriez pas les statistiques que je vous donne. Vous n'auriez pas le fait que si vous n'êtes pas blanc comme vous, comme nous quatre tous les, nous n'avons quasiment aucune chance d'être contrôlés. Alors que demain, nous sommes noirs ou arabes, eh bien, mais si, c'est les réalités, c'est pas comment dire, c'est les chiffres qui parlent. Donc on a un problème, je vous le dis, de la police par rapport à la population. Et quand je dis un problème de la police, je le dis aux policiers, parce que la plupart des policiers font bien leur boulot et aspirent à une police républicaine. Malheureusement, le là qui est donné en termes de structure policière, c'est-à-dire par exemple des gens qui sont de la BAC, qui arrivent dans des quartiers, qui ne sont pas connus, qui ont un rapport de confrontation, y compris parce que il y a tellement un travail qui est fait qu'ils peuvent avoir peur d'arriver à tel endroit. Parce qu'on peut avec raison, quelquefois, non? Ils peuvent être caillassés. Oui, mais vous savez qu'il arrive son caillasse faussement. Souvent faussement. Mais très souvent avec raison. Souvent faussement. Donc, quand les pompiers sont caillassés, quand les ambulanciers sont caillassés, ça donne un environnement quand même. Je vous dis, alors, mais souvent faussement. Et je pense que ce rapport-là, il est à changer. Si ces policiers, mêmes policiers, étaient installés en îlotier, il y a pas très longtemps, il y a 2 ans de ça, Darmanin vient à Saint-Denis. D'accord ? Et il fait un tour du commissariat. Et moi, il y a des policiers qui viennent me voir, j'étais là, c'était en face du commissariat de Saint-Denis. Et ils me disent, nous, finalement, ce qu'on a entrepris, c'est qu'on a recommencé les îlotiers sans le dire. C'est-à-dire qu'on est dans le quartier, etc. Ça se passe très bien. Les policiers ne sont absolument pas surarmés, ils peuvent aller dans le quartier, ça se passe très bien. Je dis qu'il faut revenir à une police de proximité, il faut revenir. Ce qui n'empêche pas d'avoir, à côté de ça... C'est tout le contraire de ce que propose... Je ne suis pas naïf sur ce qui se passe. À côté de ça, des policiers spécialisés pour la répression, mais je crois qu'il faut revenir parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas ce que propose le gouvernement et M. Buffet et M. Retailleau qui veut au contraire faire un bobo des polices municipales et qui veut justement armer les policiers. On revient dans un instant. Éric Coquerel dans le Grand Rendez-vous. À tout de suite. Merci. Toujours avec nous au Grand Rendez-vous, Éric Coquerel, député de la France Insoumise et président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Avant de parler de M. Lecornu et des mesures qu'il prépare, le blocage, vous appelez à un nouveau blocage. Vous avez dit que c'était une répétition d'ailleurs ce 10 septembre parce que il n'y a pas eu de blocage à proprement dit et qu'il y a donc une nouvelle journée qui s'approche jeudi. Il y a eu pendant ces manifestations quelque chose, des scènes assez étonnantes. Pour ne pas dire autre chose, ces manifestants traités de fachos parce qu'ils avaient des drapeaux français. On leur demandait de baisser des drapeaux français. J'ai pas vu ça, donc moi je... Est-ce que ça vous choque, vous, en tant que Français, Éric Coquerel? Vous me faites réagir sur quelque chose que je n'ai pas vu. J'ai pas vu de problématique dès lors que c'est un drapeau français. Alors peut-être que c'était effectivement des contre-manifestants. Non, c'est pas des contre-manifestants. Nous avons un sonore, si vous avez quelques secondes, on peut vous faire entendre une manifestante à Bordeaux qui dit, voilà, je suis arrivé, et puis quand j'ai mon drapeau français, il y avait aussi des drapeaux palestiniens, et on nous a dit, non, ici c'est les drapeaux palestiniens parce que... Je ne sais pas s'il arrive dans une manifestation qu'un ou deux imbéciles fassent ça et que vous ayez une vidéo qui tourne à ce moment-là, mais ce n'est pas du tout la tonalité, pour la bonne raison, c'est que vous savez que France Insoumise est assez quand même partie prenante de ce blocage. Non pas, c'est pas nous qui l'avons initié, mais on a soutenu. Et vous remarquerez que dans toutes nos manifestations et nos rassemblements, il y a des drapeaux français. Vous n'a aucun problème. Vous avez essayé de récupérer ce mouvement, mais c'est un échec complet. Il n'y a pas eu de blocage du tout. Bloquer la France, il n'y avait rien. Alors, je ne suis absolument pas d'accord avec vous sur l'échec. Que l'appel à bloquer, on ne pensait pas que ça allait se faire d'un clin d'œil. Maintenant, il y a plusieurs... Le mot d'ordre, c'était bloquons tout. Là. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes. Oui, mais ce n'était pas notre mot d'ordre, c'est un mot d'ordre qui est parti. Et ce que je constate, c'est qu'il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes
partout en France, dans les petites villes, les villes moyennes, les grandes villes. 175 000 selon la police. Oui, mais ça, c'est pas un chiffre que nous retenons. Nous, on est plutôt sur 400-500 000 personnes d'après nos calculs. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Que ça a été une mobilisation très jeune, très dynamique. Il y a eu, contrairement, les médias l'ont pas montré. Moi, je l'ai vu dans ma circonscription, beaucoup de points de grève, par exemple, et que je vous dis. Mais il n'y a pas eu de blocage. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu bloquer un axe routier. Le pays n'a pas été bloqué. Mais je vous dis. C'était l'idée au départ. Vous-même, vous parlez de comme répétition générale. C'est un excellent point de départ. Une répétition générale avant quoi ? Je vous l'annonce aujourd'hui, le 18 sera encore plus important à l'appel des syndicats. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'on avait appelé, c'est pas nous qui appelons le 18, c'est les syndicats qui appellent à la grève générale le 18. Et donc, nous pensons que ça va être encore plus fort. Et vous verrez qu'il y aura d'autres mois. Mais qu'est-ce que ça veut dire bloquer tout ? Ça veut dire, par exemple... Bloquer les transports ? Empêcher les gens d'aller travailler ? Je vous le dis. Non, mais je vous le dis, puisque c'est un droit constitutionnel. Ça veut dire tout bloquer à un moment donné. Oui, je pense... pas moi d'appeler, c'est au syndicat de le faire. Mais je pense que pour faire face à un gouvernement minoritaire qui continue d'appliquer une politique totalement antisociale, comme on a rarement vu sous la Ve République, je pense que la grève générale serait utile. Le gouvernement expédie les affaires courantes, il n'y a plus de gouvernement, il y a un nouveau Premier ministre, mais c'est un peu curieux quand même d'appeler à une grève et à des mouvements alors qu'il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas un budget qui se prépare. Vous savez bien aux Échos qu'il y a un budget qui se prépare. Donc ne me dites pas de ça. Et on connaît bien pour l'instant les éléments. Alors on va en parler après. On va en parler. Les éléments du budget. Donc les éléments du budget, c'est... j'allais dire, d'accroître les inégalités qu'on subit depuis 2017, d'accroître les politiques d'austérité, d'accroître la baisse des dépenses publiques, d'accroître quelque chose qui va baisser le pouvoir d'achat de la plupart des Français. Donc les gens, ils ne sont pas imbéciles, ils regardent la situation. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas en juillet dernier, ils n'auraient pas donné une minorité à ceux qui nous gouvernent. Et puis, vous l'avez dit, on en discutait en off, mais les sondages ne seraient pas ceux qui indiquent la popularité des Premier ministres. Mais est-ce qu'il n'y a pas un d'un côté avec donc je vous le dis, les gens... Mesurez bien une chose. Là, vraiment, je vis avec cette population, dans ma circonscription ailleurs. Les gens sont en colère. Alors, ils ne sont pas tous pour les mêmes raisons. Parce que c'est pas facile de faire grève, notamment dans le privé. Est-ce que ça se concrétise en soutien et en fait de passer à l'action ? Ça, c'est une question. Mais les gens sont en colère. Et moi, mon intuition, c'est que le dit par le caractère massif, très jeune aussi, très très jeune. Il faut aussi le souligner, c'est que la jeunesse bouge et que quand la jeunesse bouge, en général, ça annonce des grands bouleversements. Eh bien, je pense qu'il y aura d'autres journées qui vont être beaucoup plus importantes. Voilà, on se reverra. Mais vous noterez que les colères sont plus violentes ou ça veut dire plus importantes ça a été Retailleau qui a annoncé en souhaitant qu'il y ait des violences. Manque de chance. Vous ne pouvez pas dire que Bruno Retailleau souhaitait des violences. Si, je pense Pourquoi est-ce que vous dites ça ? Mais un ministre de l'Intérieur ne peut pas souhaiter des violences dans son pays. Un ministre de l'Intérieur, je ne sais pas, mais Bruno Retailleau, je pense que tout son discours préparatoire par rapport à ça, et qui, tout simplement, parce que c'est comme ça qu'on peut discréditer un mouvement, c'était d'espérer effectivement des violences. Ça n'a pas eu lieu. Par contre, il y a eu des arrestations préventives qui posent problème. Il y a eu des gardes à vue qui se sont passées, notamment des gardes à vue dans le commissariat du 12e arrondissement de Paris, avec principalement des femmes qui ont été arrêtées, qui se sont passées de manière anormale, anormale, avec des gens entassés dans des cellules comme normalement on ne le fait pas, je vous le dis. Et nous vous le disons, c'est qu'on a un député qui a été... Donc, par rapport à ça, je pense qu'il y avait quelque chose qui était préparé, qu'on connaît depuis un certain temps, qui est que pour discréditer un mouvement, vous espérez qu'il y ait un peu de casse, etc. Ça passe en Vos propos vous appartiennent. Et là, vous chargez le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Bien sûr. Mais je l'assume. Mais très bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu ça, puisque comme vous le savez, les journalistes ont dû après qu'il y a eu des bandeaux montrant que les manifestants avaient brûlé un restaurant parisien. Il se trouve manifestement, d'après le procureur, que c'est plutôt c'est bien plus. Il y a une enquête en cours. On va voir exactement ce qui s'est passé. Mais je vous pose la question parce que 92. Donc heureusement, attendez, je finis là-dessus. Heureusement, tout le monde a été responsable. Il y a eu extrêmement peu de violence, et je pense que les principes. Mais est-ce que vous ne notez pas un grand écart ? Vous notez, avec raison, que le taux d'insatisfaction est très élevé dans le pays. C'est pas une insatisfaction unanime. Il y a des gens qui sont en colère parce qu'ils paient trop d'impôts. Il y a des gens qui sont en colère peut-être parce que d'autres n'en paient pas assez. Il y a des gens qui sont très en colère à cause de l'immigration massive. D'autres comme vous qui pensent que fondamentalement l'immigration, la politique de répression entre guillemets est trop sévère. Donc, voyant cela, est-ce qu'on n'est pas devant une forme de colère multiforme qui ne pouvait pas aboutir à quoi que ce soit le 10 octobre ? Écoutez, on verra bien par la suite, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui structure tout ça. Moi, le 10 octobre, le 10 septembre, à l'origine, vous le noterez, le slogan d'origine, c'est une forme de révolte, Nicolas qui paye. Bien sûr, mais je vais vous dire,
Non, ça c'est fou. Pourquoi ça vous fait rire, Nicolas qui paye? Mais parce que, je veux dire, ok, on a vu dans les médias, etc., notamment du groupe Bolloré, il y a tout un truc autour de du Nicolas. Non, pas seulement, vous avez raison, tous les médias de très à droite. Imagine qu'il y a un Nicolas qui serait une figure personnifiée du français moyen qui paye trop d'impôts et qui se fait à la fois... ça n'existe pas, le ras-le-bol fiscal, monsieur Coquerel? Attendez, là, vous me posez différentes questions. Non, mais ça revient à ça. Ça rejoint l'image que vous véhiculez... je ne l'ai pas inventé. N'est pas le fond des manifestations. Le fond des manifestations, je vais y venir, c'est que je crois qu'on a un peuple qui, bon an, mal an, est très attaché à sa devise républicaine, et notamment à la question de l'égalité. Or, la production d'inégalités, comme jamais on a vu depuis l'Ancien Régime, qui fait qu'en France, par exemple, vous le savez, les 500 plus riches personnes de ce pays ont doublé leur patrimoine depuis 2017, accumulant des centaines de milliards d'euros qu'ils n'avaient pas en 2017, pendant que le taux de pauvreté explose et pendant que la plupart des Français, notamment les Français salariés, ont le pouvoir d'achat qui baisse. Le taux de pauvreté n'a pas changé, monsieur Coquerel. Mais dans cela, il est monté de 2 points, on est recordman en Europe. Vous balayez du revers de la main l'idée d'une révolte fiscale. Ça peut être vérifié tout de suite, c'est les chiffres de l'INSEE. Le tôt de pauvreté a augmenté. Vous balayez du revers de la main l'idée d'une révolte fiscale. La colère, est-ce que vous contestez cette idée que beaucoup de gens, qui ne sont pas que des hyper méga giga riches, constatent un tel écart entre le net et le brut, un tel écart dont et finalement les services ne viennent pas, ils se disent finalement nous sommes braqués fiscalement. Bien, ça c'est ce que. Et il y a le fameux Nicolas dans cela. Et vous allez répondre juste après la pause. Les ultra riches, on va être d'accord qu'ils ne sont pas braqués fiscalement. D'accord. On est d'accord. Donc le fait que attendez, je vais aller dans votre sens. La plupart des Français, y compris ceux qui payent par exemple l'impôt sur le revenu, c'est pas tout le monde, puisqu'il y a la moitié qui ne paye pas, d'accord. Ceux qui payent l'impôt sur le revenu, qui vivent de leur force de travail, effectivement, sont imposés de manière extrêmement forte dans ce pays. Bon. Et pourquoi ils sont imposés de manière extrêmement forte dans le pays? Parce que 500 familles confisquent tout. Parce qu'il y a eu des cadeaux fiscaux à quelques milliers de personnes qui nous coûtent des dizaines de milliards d'euros. On va en parler, mais on ne peut pas rester là-dessus. Mais ce n'est pas ça, pour tout vous dire. Ça peut participer, mais ce n'est pas ça à un moment donné. Quand les Gilets jaunes agissent, Éric Coquerel, je dois marquer la pause. Qui vient ajouter l'inégalité, de l'injustice et qui vient attaquer leur pouvoir d'achat. Dans le grand rendez-vous avec Éric Coquerel. Suite du grand rendez-vous avec le député LFI et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel. Sébastien Lecornu est donc le nouveau Premier ministre. Selon un sondage IFOP-JDD, il part avec 38% d'opinion favorable, 16% seulement d'opinion favorable selon un autre baromètre, celui qui est chez Ipsos, c'est publié par nos confrères de la Tribune dimanche. Déjà, des annonces. Fini la suppression des 2 jours fériés, ça c'est la mesure principale. Et dans son interview à Ouest France ce week-end, le chef du gouvernement dit à LFI que LFI s'exclut elle-même de la discussion et préfère le désordre. Qu'est-ce que vous répondez à monsieur le Premier ministre? Alors la première chose, sur les 2 jours fériés, très franchement, c'était attendu. Parce que je pense que François Bayrou avait mis ces 2 jours-là comme avec des gros clignotants comme étant l'élément de négociation pour la suite. Et si j'en veux pour preuve une chose, c'est que ça ne vient pas de Bercy, les 2 jours fériés, ça a été ajouté par François Bayrou au moment où le travail, et que, interrogé par ma commission, Amélie de Montchalin était incapable de dire quel serait le taux qui correspond, vous savez, par rapport au jour de solidarité, vous avez un taux qui est reversé à l'État, elle était incapable. Donc, parce qu'elle n'avait pas encore calculé ou parce que je pense que ça venait pas d'elle. C'était improvisé. Donc, c'était improvisé. Et je pense que très franchement, c'était tellement énorme de dire aux gens de travailler 2 jours gratuitement de plus que... donc pour moi, c'était un leurre. Je pensais qu'ils allaient enlever. Mais ça ne doit pas faire oublier qu'aujourd'hui, dans le projet, et ça, il ne le remet pas en question manifestement, vous avez des remboursements de médicaments, vous avez des jours de carence en plus, vous avez, y compris pour les maladies longue durée, moins de remboursements, vous avez la non-indexation des retraites, etc. Donc, alors, on sait que le nerf de la guerre de la dépense, c'est dans la dépense sociale. Oui, justement. Donc là, dans la dépense sociale, y compris sur la question de la santé, vous avez... On ne sait pas si ça sera dans le futur budget, puisque pour le moment, il a dit qu'il allait entamer des consultations auxquelles manifestement vous ne voulez pas aller. Manifestement, ce que vous remarquerez, c'est que ces exemples-là, ils ne les citent pas. Donc j'ai tendance à penser qu'en dehors des 2 jours fériés, il n'y aura pas beaucoup de choses qui sont diminuées. Maintenant, je vais venir sur le deuxième point. Le désordre, c'est Macron, c'est pas nous. D'accord ? Le chaos, c'est Macron. Celui qui, à un moment donné, dissout l'Assemblée, après avoir perdu 2 élections, et qui décide de ne même pas donner sa chance à la coalition arrivée en tête, mais qui impose des gouvernements minoritaires, c'est Macron. L'instabilité. Les taux augmentent, par exemple, sur les marchés, on en parle sans arrêt, non pas en lien avec les fondements de l'économie française. Ils augmentent quand il y a eu l'annonce de la dissolution et quand il y a eu l'annonce l'autre jour de Bayrou, etc. Donc des faits politiques. Donc le chaos et le désordre, c'est eux. Par contre, sur le premier point, oui,
n'allons pas négocier quelque chose parce qu'on n'est pas dupe. Et d'ailleurs, vous remarquerez une chose, c'est que dans l'interview, M. Lecornu répond déjà sur 2 points au groupe socialiste, qui dit dans sa base de négociation, il ne faut pas de 49-3. Il dit il y aura 49-3. Alors, il dit comme d'habitude. Il dit qu'il ne veut pas l'utiliser. Est-ce que les socialistes sont en train de rejoindre le bloc central une fois pour toutes, selon vous? Non, ce qui va essayer d'être fait, je vais vous dire très concrètement où on en est. Voilà. C'est le dernier risque pour Emmanuel Macron avant 2027, ce budget. Pourquoi? Parce que le budget de fin 2026, même s'ils arrivent à le passer, pas passer que par loi spéciale, on sera tellement près de la présidentielle que ça sera fini. Donc c'est le dernier obstacle. Pour passer ce dernier obstacle, je ne crois en aucune manière qu'il attend du Rassemblement national ni du Parti socialiste qu'il vote le budget. Je n'y crois pas. Il attend juste qu'il ne vote pas la censure en cas de 49-3. Voilà, c'est tout. Bon. Et donc, mais j'insiste sur la question parce qu'elle a une signification politique. Le Parti socialiste s'est fait élire avec vous, avec le nouveau Front populaire. Sans l'alliance des gauches, le Parti socialiste serait probablement disparu de la carte. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il cherche à devenir l'aile gauche de la Macronie, davantage que l'aile gauche classique du bloc de gauche. Je ne sais pas ce qu'il cherche pour l'avenir, s'il cherche en fait, dans la recomposition politique à venir, à être l'issue à gauche du macronisme. D'autres pensent que cherche l'issue à droite. Mais pour l'instant, ce que je constate là dans les faits, c'est qu'ils ont sauvé Emmanuel Macron en ne censurant pas François Bayrou en échange de clopinettes. Tout le monde le savait, ça s'est révélé exact. Bon, et que là, manifestement, ils sont prêts à négocier et qu'ils mettent des choses sur la table où je vais attendre. Parce que la dernière fois, rappelez-vous ce qui s'était passé. Le Parti socialiste avait dit s'il y a 49-3, on vote la censure. Mais Olivier Faure, c'est votre allié ou c'est l'allié d'Emmanuel Macron? Aujourd'hui, malheureusement, moi, ce qui l'alliance, c'est sur un programme, d'accord, sur lequel nous avons été élus. Pour moi, c'est important. C'est le programme du NFP. C'est sur le fait de s'opposer aux macronistes et de ne pas lui permettre de continuer à sévir dans ce pays. Bon. Il y a 2 reprises quelque chose qu'a fait le PS. Il a commencé à dire qu'il n'y aura plus d'accord programmatique avec nous, que le programme du NFP n'est plus son programme. Il a commencé à dire qu'il n'y aura plus d'alliance maintenant électorale avec nous. Le Parti socialiste il n'a pas voté la censure de François Bayrou. C'est des traîtres. Donc, ils ont trahi vos électeurs. Est-ce qu'ils ont trahi vos électeurs? Je dis juste que par rapport à ce qui nous engageait tous, ils ont fait en sorte de quelque part de trahir les électeurs à partir du moment où ils ne respectent pas le mandat. C'est tout ce que je constate. Alors, est-ce qu'il peut y avoir... et d'autres ne l'ont pas fait. Par exemple, toutes les censures ont été votées par le groupe écologiste et le groupe communiste. Mais là, les communistes, ce week-end, disent si nous, on ne va pas censurer a priori, parce que vous voulez déposer une motion de censure tout de suite. Mais on verra bien ce qu'ils font à la fin. Vous êtes un peu isolé, là, à gauche, sur cette position un peu maximaliste. On verra bien ce qu'ils font à la fin. Ce que je constate pour l'instant, c'est qu'on n'est pas isolé, parce que sur la question de la censure, le groupe communiste, le groupe écologiste ont voté toutes les censures avec nous, d'accord? Donc c'est les socialistes qui sont isolés en n'ayant pas voté. Et sur le principe, puisque vous savez qu'on a mis une motion de destitution qu'on a remis sur l'établi une fois que M. Lecornu a été élu, puisque nous estimons que le problème, c'est Emmanuel Macron. C'est pas tant la dissolution qu'il faudrait que de remettre, pour les biens du pays, la question de l'élection présidentielle de manière rapide comme enjeu. Ce que je constate, c'est qu'une très grande majorité du groupe écologiste a signé cette motion de destitution. Une très grande majorité. Là, vous êtes en train de draguer les écologistes et les communistes pour dire venez à la France insoumise, venez faire ce grand NFP que si. Et vous dites les socialistes ne suivent pas, alors que chez les socialistes et certains écologistes, on entend quand même cette grande réunion qui irait des communistes avec les écologistes, avec les socialistes, sans la France insoumise. Donc on sent qu'il y a quand même une histoire de vase communicant politiquement. Reprenons ce que vous avez dit. Non, je ne leur dis pas de venir en France insoumise. Par contre, oui, je pense que pour les prochaines élections, il faudrait une offre fédérative. Voilà. Nous l'avons fait hier, Jean-Luc Mélenchon l'a fait hier, à tous ceux qui sont fidèles au programme du NFP. Et vous allez le répéter à la fête de l'UMA tout à l'heure. Sur la question de la censure. Donc voilà, ça je vous le dis. Bon, deuxième point. Sur les faits aujourd'hui, sur l'isolé ou pas, moi je regarde les faits. Je regarde ce que votent les gens. C'est comme ça que je me détermine. Pas par des petites phrases dans les médias. Dans les faits aujourd'hui, sur les votes de censure, c'est le Parti socialiste qui est isolé parce que c'est le seul des groupes de gauche à ne pas avoir voté toutes les censures. Et sur la motion de destitution, il y a une majorité de députés du NFP qui signent la motion de destitution. Donc, mais on a l'impression que le dogme pour vous, c'est de voter la censure. Si vous voulez, si on ne vote pas la censure, on est déjà que vous êtes de loin la plus grande force à gauche, je parle de France Insoumise, et qu'en plus,
2 de vos trois partenaires du NFP sont avec vous sur tous les votes, j'ai l'impression que c'est pas nous qui sommes isolés. Monsieur Coquerel, vous parlez d'union de la gauche de manière continue, mais aux élections municipales qui arrivent très prochainement, LFI présente des candidats dans quasiment toutes les grandes villes, et là, il n'y a aucune union, c'est la guerre. Ah bah, en tout cas, il y a dans la plupart des grandes villes, notamment dirigées par le Parti socialiste... Y compris là où il y a des écologistes ou des communistes. Non, pour l'instant, c'est essentiellement par rapport au Parti socialiste, ou quand le Parti socialiste, en plus, fait une politique de droite, et quand le Parti socialiste, je le sais, parce que je vis dans des circonscriptions, exclut de toute façon... Et dans les grandes villes qui sont dirigées par les écoles... il est évident qu'on ne va pas... Comment dire on va pas soutenir... une mairie qui, au niveau national, dont les représentants au niveau national, finalement disent qu'il faudrait une coalition, on ne veut plus de LFI, le programme du NFP, ça ne nous préoccupe pas, etc. Et au niveau municipal, et même dans les villes qui sont dirigées par les écologistes, vous allez y aller. Même dans les grandes villes qui sont dirigées par les... Vous verrez à la fin, ce qui sera fait. Nous, on est prêts à aller avec tous ceux... C'est un peu contradictoire, votre discours. On est prêt non, pas du tout. On est prêt à aller au municipal avec tous ceux qui soutiennent un programme de rupture au municipal. D'accord ? Ce que je constate, et tous ceux avec qui nationalement, tout le monde a un programme de rupture, on a quelque chose où on peut fonctionner ensemble. Pour l'instant, je constate que ce n'est pas le Parti socialiste. Mais ce n'est pas nous qui le disons. C'est marrant parce que vous inversez les choses. Ceux qui ont eu des phrases de rupture vis-à-vis de nous, d'accord, à plusieurs reprises, c'est Olivier Faure, qui malheureusement a suivi... pour son congrès, a suivi ce qui était sa minorité. Bon, voilà, en tout cas, là où vous semblez être d'accord, et même certains cadres du bloc central, c'est sur cette taxe sur les plus riches, la fameuse taxe Zuckman, sur laquelle d'ailleurs vous avez cafouillé un peu chez nos confrères de BFM Business. Certains vous disent que vous avez, comment dirais-je, confondu revenu et patrimoine. Alors finalement, est-ce qu'on peut se mettre d'accord ? C'est les gens qui... Alors, bon, c'est pas certain. J'ai eu un raid bien organisé qui montre que décidément, les possédants ont aussi des chiens de garde bien organisés pour... Parce que c'est pas pareil, revenu patrimoine. D'accord. Bien évidemment, mais sauf que la taxe Zuckman, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez, la taxe Zuckman corrige un problème de revenus en allant prendre 2% sur le patrimoine. J'explique aux gens qui... Vous parlez de la loi de... Mais attendez, j'explique, parce que comme ça, les gens vont se rendre compte que les accusations vis-à-vis de moi sont infondées, parce qu'évidemment, je connais bien la taxe Zuckman. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une étude qui avait été faite par l'Institut des politiques publiques en 2023 avec Bercy, sur les données de Bercy. Bon, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, on va dire, les ultra-riches, les 0,0002% des plus riches, ça concerne un peu plus de 1000 personnes, on paye moins de 2% d'impôt sur le revenu. D'accord ? Et quand on va chercher dans le détail, on s'aperçoit qu'en réalité, ils ont transféré, parce que les revenus du capital sont moins imposés, ils ont transféré le revenu personnel en patrimoine, dont 90% en réalité sont des actifs financiers. Je n'ai pas dit que c'était illégal. Mais le problème, c'est que tous les gens, vous me parliez tout à l'heure de pression fiscale, personne ne comprendra dans ce pays que les milliardaires, pour aller plus vite et un peu plus largement, par exemple, sont taxés globalement, au niveau de leurs revenus personnels et professionnels, à 27%. Sauf quand ils créent de la croissance, les 0,1% des plus riches qui sont à l'impôt sur le revenu, laissez-moi finir, sont taxés à 46%. Donc, il faut bien rectifier ça. Et pour rectifier ça, puisqu'il y a eu un transfert vers le patrimoine, de leurs revenus, eh bien, il faut aller taxer à 2%. C'est pas beaucoup, 2%. Ah bah si, ça dépend du montant. Ça dépend du montant. Quand des gens payent 2% de 100 euros, c'est 2% de 100 euros, mais 2% quand on est arrivé à un système où des ultra-riches ne sont plus imposés globalement, taxés globalement, qu'à 27%, alors que la plupart des Français sont taxés plus. La plupart des ultra-riches, vous le savez très bien, sont taxés à 46%. On va marquer une pause et on va reparler de ça juste après. Justement, ce n'est pas le cas. Juste après la pause. Juste après la pause, Éric Coquerel. Dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec Éric Coquerel. On parlait de taxes, d'augmentation d'impôts et c'est le patron du MEDEF, Stéphane Dupont, qui répond. Oui, dans le Parisien ce matin, le président du MEDEF, Patrick Martin, dit que si les impôts augmentent, il va y avoir une grande mobilisation patronale. Il y a notamment la perspective de cette taxe Zuckman suscite beaucoup d'inquiétudes dans les milieux patronaux. Qu'est-ce que vous lui répondez ? J'allais dire que si tous les grands patrons qui sont concernés par la taxe Zuckman vont dans la rue, ça va être quelques centaines de personnes seulement. Parce que la plupart des grands patrons ne sont pas du tout concernés par la taxe Zuckman. Non, mais il n'y a pas que la taxe Zuckman, il y a aussi l'augmentation d'autres impôts. Déjà, vous me parlez de la taxe Zuckman. C'est vrai que la taxe Zuckman concerne les gens qui ont 100 millions de patrimoine, pour commencer. 100 millions d'euros. Et pour avoir été chef d'entreprise... la plupart des patrons, et vous le savez, je ne sais plus, le revenu était médian, la plupart moyen était de 4 000 euros il y a quelques années, donc il a peut-être un peu augmenté, mais vous savez qu'on est très loin de ça. Donc la plupart, je le dis aux patrons, parce que moi ce qui m'amuse un peu dans l'interview de M. Martin, c'est qu'il appelle le patronat à se lever, mais il y a patronat et patronat.
Par exemple, j'ai fait une mission d'études sur la fiscalité des entreprises avec Jean-René Cazeneuve il y a 2 ans, rapporteur général En Marche. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que proportionnellement, les TPE et les PME payent plus d'impôts que les multinationales. Vous trouvez ça normal ? Les TPE et les PME, nous, on travaille aussi pour eux parce qu'on pense qu'il faut alimenter leur carnet de commandes par une politique de relance. Mais ce qui est anormal, c'est que les multinationales payent moins. Et que pourquoi elles payent moins ? Parce qu'elles pratiquent des prix de transfert qui peuvent faire en sorte de délocaliser leurs profits dans des pays à fiscalité réduite. Par exemple, il y a une autre taxe Zucman qui propose de corriger cet effet, qui fait qu'il n'y a pas un désavantage entre une multinationale et la TPE. Donc vous comprenez pas, vous ne comprenez pas l'inquiétude d'un certain nombre de chefs d'entreprise. Oui, parce que c'est une fausse inquiétude, parce qu'en réalité... Une fausse inquiétude, d'accord. Oui, parce qu'en réalité, Patrick Martin fait en sorte de laisser penser aux patrons qu'ils ont tous les mêmes intérêts. Non, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Et c'est toute la critique que je fais du... Ils n'ont pas tous intérêt, par exemple, à réduire le coût du travail. Ils n'ont pas tous intérêt à réduire la pression fiscale. Non, pas tous. Non, parce que d'abord... Beaucoup quand même. Non, parce que tous ne sont pas concernés par la pression fiscale. Est-ce que vous savez qu'en termes d'impôts sur les sociétés, la France est très loin d'être en tête, que ça soit en Europe, on est 6e, ou que ça soit dans le monde, on est 47e à peu près, de mémoire. Donc, il n'y a pas le petit patron qui paye ses impôts et qui, lui, ne peut pas aller... n'a pas une cohorte d'avocats qui lui permet d'optimiser. Je vous assure que son intérêt, c'est que les gens ils soient bien payés pour acheter ces produits, que l'État investisse pour remplir ses carnets de commandes, etc. Son intérêt n'est pas sans arrêt. Mais on peut renverser la question. Est-ce qu'il n'y a pas d'un côté, vous nous dites le petit patron, mais est-ce que les grands groupes ne font pas aussi la prospérité de la France, et est-ce qu'il n'y a pas aussi chez vous, et c'est presque une question d'histoire des idées, cette vieille tentation de croire qu'il y a 200 familles, ou 500 familles, ou 100 familles qui tiennent la France, et il suffit d'aller chez eux, et ça nous épargne toute forme de réforme structurelle, des réformes de fond sur la dépense sociale, l'efficacité de la bureaucratie, parce qu'on va se prendre les 200 accapareurs. Il y a 2 questions dans ce que vous posez. D'accord. Il y a ce qui se passe depuis une trentaine d'années. Je vous réponds sur les grands patrons ou autres. Ce qui se passe depuis une trentaine d'années, c'est que la part du capital dans le partage des richesses n'a cessé d'augmenter. Et c'est un capital qui a une particularité. C'est que on l'a avantagé, et ça, quand je dis on l'a avantagé, c'était assumé par Emmanuel Macron. Hein. Bruno Le Maire le disait, moi, c'est pour ça que je m'entends bien avec Bruno Le Maire, au moins. Il dit cache les choses. Il dit on va faire des cadeaux fiscaux, on va avantager le capital, comme ça va venir demain en France, ça va créer de l'investissement et après de l'emploi. Alors, premier bilan, on l'a avantagé, et on s'aperçoit que ce qui a explosé, c'est les dividendes. Ça, oui, on est champion d'Europe des dividendes, c'est-à-dire la part des profits qui n'est pas investie. Et par contre, l'industrie est passée en dessous de 10% du PIB, le taux de chômage remonte, on a un taux de pauvreté, on n'est pas d'accord l'un et l'autre, mais qui soit à 14 ou à 15% dans la 7e puissance économique au monde, de toute façon, c'est trop. Et on a aujourd'hui une demande intérieure qui baisse, qui est le feu de l'activité économique en France. Bon. Donc, 1, les résultats ne sont pas là, et 2, par contre, ça a produit des inégalités qui fait que ces cadeaux fiscaux coûtent 60 milliards par an à l'État, parce que c'est les recettes en moins qui expliquent notamment l'augmentation la demande intérieure doit être portée par l'État, finalement par la commande publique. Non, pas que. Mais vous faites beaucoup mais c'est bien qu'elle le soit. C'est une logique socialisante quand même. C'est pas à vous que je vais rappeler, parce que vous connaissez les chiffres économiques. Après la crise du subprime, qu'est-ce qui fait que la France n'est pas rentrée en récession ? Vous savez ? C'est pas le marché privé, il était en récession. C'est la demande publique. Parce qu'à un moment donné, la demande publique, voilà, on a un État qui est structuré comme ça, ça produit aussi des recettes. Nous, ce que nous voulons... Ça fait gonfler la bureaucratie. Il reste peu de temps, mais c'est pour ça qu'on s'oppose globalement à ce budget. Et qu'on n'est pas... On ne dit pas il faut plutôt moins 40 milliards, enfin, ça nous a coûté quand même 5 points de PIB à l'époque, la crise des subprimes. Ah oui, on a financé les banques. On a financé les banques. Et je vous rappelais qu'à l'époque... On n'est pas en récession comme Nicolas à l'époque Sarkozy, l'Espagne à l'époque, avait dit peut-être qu'il faudrait même les nationaliser. Ça, il ne l'a pas fait. Donc, on a, comme d'habitude, on a socialisé leurs pertes et les profits ne sont jamais socialisés. Dans son interview d'aujourd'hui de Sébastien Lecornu, il dit que lui, il est contre la taxation de l'outil professionnel. C'est ça qui est au cœur du débat, en fait. Oui, mais dans ces cas-là, il y a l'ISF ne taxait pas l'outil professionnel. Oui. Est-ce que vous êtes favorable avec tous les effets négatifs que ça va avoir ? Bien sûr. Pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le transfert de revenus personnels vers un patrimoine qui est un patrimoine professionnel, on est obligé d'aller taxer là-dessus parce que sinon, on n'arrivera pas à aller capter les richesses qui sont parties et qui n'ont aucun rapport, parce que j'entends des fois, on va aller taxer les usines. Non, 90% c'est des actifs financiers, c'est pas des usines, c'est que les gens entendent, c'est pas des biens personnels, c'est pas les usines ou les entreprises, des TPE, PME. Donc, ce qu'il faut faire dans ce pays, je vais vous dire en 3 choses. Oui, rapidement, parce qu'après on a encore un sujet. On est face à une situation internationale qui est catastrophique.
qui nécessite de réinvestir, parce que les États-Unis nous imposent une guerre commerciale, et que si nous, on ne réinvestit pas puissamment, eh bien, on va être à la remorque. Les Allemands vont le faire avec 60 milliards d'euros par an. Ce qu'il faut faire, c'est une politique de la relance, parce qu'il faut que les gens aient à nouveau de l'argent pour consommer, parce que la consommation intérieure, c'est quelque chose qui produit. Et excusez-moi, on ne peut pas se dire que les 1200 personnes, on va les gaver en termes de patrimoine, et que c'est eux qui vont sauver le pays. Ce qui va sauver le pays, c'est que les gens qui aujourd'hui ont leur pouvoir d'achat qui baisse, voient leur salaire augmenter, je ne parle pas seulement des salariés, que les artisans gagnent mieux, les TPE gagnent mieux, etc. Première chose. Deuxièmement, il faut une politique de bifurcation écologique, parce qu'on en parle peu, mais il me semble que la question de l'urgence climatique est là, et que ça permettra à l'État d'investir massivement, on pense qu'il faudrait 37 milliards de plus, pour l'économie. Et troisièmement, il faut effectivement revenir sur ce qui se passe depuis 2017, c'est-à-dire le partage capital-travail qui ne va pas. Et ça se passe par l'augmentation des salaires et ça se passe par la fiscalité. Vous risquez d'avoir, je vous le dis comme ça, M. Bernard Arnault qui était devant la commission du Sénat qui disait qu'il payait 5 milliards d'impôts pour son groupe. Vous risquez d'avoir quand même une fuite en avant de grandes entreprises. Il y a une étude du Conseil d'analyse économique. Il y a aussi des gens qui parlent devant une commission du Sénat et qui donnent des lignes rouges. Vous ne trouvez pas scandaleux que quelqu'un comme Bernard Arnault, à qui on va prendre très peu de ce qu'il gagne en plus depuis 2017, parce que c'est très peu, menace de partir. Mais qu'est-ce que c'est? Il menace pas de partir. Il n'a jamais dit ça. Mais vous voyez bien quand même que... Vous appuyez ce genre de déclaration? Je n'appuie rien du tout. Je constate quand même que c'est quelqu'un qui crée de l'emploi avec beaucoup d'autres. Vous savez pourquoi il ne le fera pas? Pourquoi il ne le fera pas? Mais parce que d'abord... Parce qu'il est patriote. Non, parce que d'abord la plupart de ces produits sont adossés à la question d'une image française du luxe, etc. Donc je pense qu'il ne le fera pas. Et deuxièmement, parce qu'aujourd'hui encore, ce qu'on propose en réalité comme taxation ne revient qu'en très petite partie sur ce que ces gens-là ont gagné en plus depuis 2017. Et moi, je vous fais tout mon pari que vous parlez d'avoir gagné de l'argent. Et d'ailleurs, toutes les études montrent qu'en réalité, il y a une étude du Conseil d'analyse économique, c'est Rajta Chamotian, qui montre que le problème, c'est que pour vous, on est coupable d'avoir gagné de l'argent. On est coupable d'être riche. Non. Le problème n'est pas ça, c'est que vous pouvez gagner de l'argent, mais vous devez à la collectivité, comme la plupart des Français, le fait de participer à l'effort commun. Et comme la majorité des riches qui payent 46%. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'Assemblée générale de l'ONU, pour terminer, a adopté ce vendredi 12 septembre la déclaration de New York, qui est un texte qui vise à donner un nouveau souffle à la solution à 2 États au Proche-Orient, un État israélien, un autre palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas. Est-ce que LFI veut toujours la reconnaissance de l'État de Palestine, même si le Hamas est encore présent et que les otages n'ont toujours pas été libérés? Alors nous voulons la reconnaissance de l'État de Palestine parce que c'est une solution nécessaire. Malheureusement, vu la situation, j'ai peur qu'à la fin, le droit international, les États comme la France, reconnaissent un cimetière. Parce que la situation, c'est que l'État d'Israël, sous la gouvernance de M. Netanyahou, est en train de raser Gaza pour faire en sorte ensuite de l'annexer, est en train, et c'est assumé, de virer tous les Palestiniens de Cisjordanie. L'État d'Israël attend toujours la libération des otages. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'on ne commence pas par là, Éric Coquerel? L'État d'Israël demande... Mais peut-être commence-t-on aussi par le fait qu'on arrête qu'il y ait plus de 60 000 morts, dont 2 tiers de femmes et d'enfants à Gaza, et qu'on arrête d'avoir... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'abord la libération des otages? Il est normal qu'un État bombarde des pays voisins comme bon lui semble, le Qatar, le Liban et autres, et se permettent aujourd'hui de raser un Mais peuple est-ce qu'il n'y a pas simple bon sens dans l'idée que les 2 États, donc l'État palestinien certes, mais détaché du Hamas, est-ce que pour vous c'est pas une proposition qui va de soi? Écoutez, détaché... Alors, je ne porte pas du tout le Hamas dans mon cœur. J'en doute pas, c'est pas la question. Mais la question, c'est même ce qui se passe. Mais est-ce que la condition de l'indépendance de la Palestine... Vous savez, de manière concrète, si je veux dire concrètement, vous savez que les discussions qui ont lieu, y compris les quelques discussions qui ont lieu d'approche pour la paix, ont concerné également le Hamas. Parce que vous ne pouvez pas décider comme ça des gens avec qui vous voulez négocier. Ça n'arrive jamais. Vous ne pouvez pas demain... Alors, moi, je suis pour une solution de paix avec la Russie. Je pense que pour mettre fin à l'agression russe, il faut une situation de paix par la guerre. Pour ça, il faut parler avec Poutine. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de la constitution de l'État palestinien. Est-ce que le Hamas n'est pas le pire ennemi de l'indépendance de la Palestine? Moi, je vais vous dire, est-ce que, par exemple, quand je considère qu'aujourd'hui, on a un gouvernement, je dis bien le gouvernement Netanyahou, qui est suprémaciste et raciste, est-ce qu'on va dire que pour discuter avec Israël et reconnaître Israël, il faut la disparition de ce gouvernement? Ce n'est pas ce qui va être mis sur la table. Ce qui va être mis sur la table, c'est la reconnaissance des 2 États. Mais avant tout, il faut que les troupes israéliennes sortent de Gaza. Parce qu'aujourd'hui, je vous le répète, il y a un génocide en cours. Donc malheureusement, j'ai peur que tout ça vienne trop tard. Merci Éric Coquerel d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous.